Bonjour les amis, bonjour. Alors voilà, suite aux conneries de Tristan Archer, catcheur internationalement connu, ce dernier me demande, après avoir fait sa connerie, d'en faire une. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai juste compris qu'il fallait que je raconte une histoire, une anecdote de mon passé, et a-t-il rajouté une histoire peut-être se tirant vers les gangsters. Alors, je garderai mes histoires de gangsters pour moi, ça va de soi, vous comprendrez pourquoi. Il n'y en a pas, tout simplement. Je vais donc raconter une histoire de mon passé. Alors, des histoires de mon passé dans le monde du catch, il y en a eu énormément, vous devez bien vous en douter. Vous voyez, la vieillesse, ça fait baver. Parce que nous étions à une époque où nous travaillions tous les jours, des fois l'après-midi, des fois le soir. Donc inutile de vous dire que des anecdotes, nous en avons eu. Mais je vais vous parler d'une anecdote, je dirais internationale, qui se passait à l'époque en ex-Yougoslavie. En effet, alors je citerai pas de nom, évidemment, certains sont morts, d'autres sont vivants, je voudrais préserver tous ces gens-là, ça va de soi. Donc, fumer, c'est très bon pour le coronavirus. Pas bon pour le cancer, mais c'est très bon pour le coronavirus. C'est ce qu'ils ont dit à la télé. Donc, je reviens donc sur cette tournée en ex-Yougoslavie où nous faisions ce qui s'appelle aujourd'hui la Croatie, le Monténégro, etc., etc. On avait une trentaine de dates là-bas avec une équipe en partie française, anglaise et je sais plus roumaine. Oui, roumaine puisque le promoteur était un Roumain connu et reconnu, un ancien catcheur qui était un gros promoteur sur les pays de l'Est. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Yougoslavie de l'époque, je vous parle des années, fin des années 70, début des années 80, j'ai du mal à me situer lors de ces deux petites anecdotes, c'était sous le règne de Tito, le président Tito. Croyez-moi, ça rigolait pas. D'ailleurs, là-bas, il n'y avait rien à becter. Il y avait des restaurants, mais il n'y avait pas de viande dedans. Il y avait que des tomates qu'ils appelaient Paradise. Mais la viande, il n'y en avait pas. Enfin, c'était gris, c'était pas beau, à part les bords de la mer, sur les bords de l'Adriatique, évidemment. Et c'est le tabac. La première anecdote se passe dans le Tash Maidan de Zagreb. Alors le Tash Maidan, c'est un stade, ni plus ni moins, avec des grands grillages qui protègent l'arène du public. Ce qui est très impressionnant à l'époque en ex-Yougoslavie, c'est que le public avait pas le droit de faire comme en France. « Hey, connard, enculé, vas-y, tapis dans la gueule, machin. » Non. Il avait même pas le droit d'ouvrir la bouche. C'est-à-dire que aucun applaudissement, aucun encouragement, et vous avez 10 000 personnes qui sont là et vous entendez, vous, sur le ring, les mouches voler. Bon, peu importe, on faisait notre job, on était payés pour ça, nous étions des pros. Donc ce jour-là, je rencontre un catcheur turc. Alors à l'époque, c'était beaucoup d'impro, mais on s'en foutait puisqu'on se connaissait tous sur le circuit international, on connaissait les prises des uns des autres, leurs attitudes, s'ils étaient toc ou beau, enfin babyface ou heel, enfin tout ça on le savait. Sauf un, moi que je connaissais pas, c'est ce turc que je devais catcher ce soir-là. Alors je l'ai pas rencontré avant et il est arrivé le premier sur le ring. Et moi j'étais champion d'Europe à l'époque, donc je suis arrivé en second, en vedette, et là j'ai vu un petit mec, pas très grand, 1m75, mais avec un cou de taureau, quoi. Le mec, les oreilles en chou-fleur, on savait que ce mec-là, ça avait dû être un sélectionné ou un olympique ou un truc dans le genre, quoi. Bon, donc le mec, je me mets en garde, à gauche, puisque c'était à l'étranger, et le mec, le premier truc qu'il me fait, il me passe en dessous, il remonte sa tête et il me met un coup de boule au menton. Donc je garde une cicatrice ici au menton. Il me fracture le menton. Donc déjà le menton fracturé, je pisse le sang, le menton est ouvert, mais il faut bien que je finisse mon job. Parce qu'à l'époque c'était comme ça.
je me remets en garde, le mec part de côté, il me met un gros coup de boule ici et il me pète une arcade. Les gens étaient tranquilles, hein. Il y avait du sang partout sur le ring, les gens ils applaudissaient pas, ils disaient rien, il y avait les mecs avec les fusils mitrailleurs à côté, fallait pas qu'ils hurlent non plus. Et donc, je me retrouve avec ce mec, je dis putain c'est un dur de chez dur, il veut me détruire, le mec il veut me défoncer, sauf ce qu'il savait pas c'est que moi j'avais aussi fait de la lutte et puis que j'étais quand même un bon bagarreur de rue à l'époque, parce que je suis d'une époque où on se battait beaucoup, on avait le droit, on passait pas au tribunal si on se filait des beignes dans la gueule. Et que donc, le mec, j'ai fait ce que je devais faire, donc je lui ai pété une jambe. Alors comment je lui ai pété une jambe? C'était simple à l'époque. J'avais une prise que mon père avait, que j'avais chopé à mon père. On prenait la jambe, mettait le mec au sol, on tendait la jambe, on s'appuyait sur le pied, on tournait autour de lui, on venait s'asseoir à côté de lui. Je maîtrisais parfaitement cette prise. Donc je ne faisais mal à personne, le genou partait sur le côté, mais vraiment c'est la jonction du genou suivait, il n'y avait pas de problème. C'était un effet bœuf en revanche. Par contre, si on voulait casser une canne, on savait comment y faire, et là j'ai su péter la canne, c'est-à-dire je lui ai viré la rotule d'un coup. Bon, ça c'est la première anecdote. J'ai battu ce fameux Turc, voilà quoi. Mais sans applaudissements, sans hurlements, sans rien, je suis retourné dans les backstage comme ça. La deuxième anecdote, alors, puisque Tristan voulait que ça parle un peu de gangster, ça parlera pas de gangster, mais ça parlera de balles 9 mm. En effet, nous étions dans un pays sous le règne de Tito, comme je vous l'ai dit, et vous mangiez pas ce que vous vouliez là-bas, et vous aviez le droit, à l'époque, à des tickets d'essence, et ces tickets-là, par mois, c'était la valeur de 48 litres d'essence. Moi, à cette époque-là, j'avais une BMW, une berline 735, je crois, ou 728, je me rappelle plus trop bien. Enfin, j'avais une grosse berline, série 7 allemande, qui consommait du 35 litres au 100 à l'époque, et mon réservoir faisait 100 litres d'essence. Donc, vous parlez bien qu'avec les 48 litres, tant qu'on était en tournée, on avait les bons du gouvernement. Mais plus en tournée, ma cache. Et à un moment donné, on n'est pas casqué. Le promoteur a du mal à se faire payer, il nous paye pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les soirs, au devant de la scène, il y avait une grande table devant le ring, avec des mecs, si vous avez vu Rocky 3 ou Rocky 4, je sais pas, dans l'un des deux, il y a un grand russe contre Rocky, et ils se retrouvent en Russie. Et ben, c'était tout à fait ça, c'est-à-dire que vous avez les mecs avec les casquettes vertes, les costards d'armée et tout, qui sont là, ils se tiennent comme ça, ils bougent pas les mecs, et ils vous font peur en vérité. Et ceux-là, c'est eux qui devaient payer, et ils casquaient pas l'organisateur. Donc l'organisateur ne payait pas. À un moment donné, avec 3 de mes camarades, on a dit, bon, on arrête le truc. On avait un autre truc à faire, si on voulait, pour Lazartès à Hambourg, le regretté Jacques Lazartès. On dit, on va se casser de ce pays de fous, il n'y a rien à becter, il n'y a pas d'oseille à prendre. D'ailleurs, c'est la seule fois que j'ai perdu du pognon dans le catch. Beaucoup de pognon, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, nous voilà partis un soir pour la France. Alors, d'où on se trouvait, du Monténégro. On se trouvait au Monténégro. Pour remonter sur Paris, il fallait passer par l'Autriche, etc., etc. Donc il y avait 1500 bornes. Mais 1500 bornes, pas comme aujourd'hui. 1500 bornes, à l'époque, c'était 1500 bornes. Il nous fallait des tickets d'essence, putain, pour sortir de cette putain d'ex-Yougoslavie. Alors qu'est-ce qu'on a fait d'après vous? Comme on n'en avait pas, eh bien, on a pris un genre de masse, de pioche, je me rappelle plus. On a pété une vitrine d'agence Havas ou un truc comme ça, où dedans, c'était un truc touristique, où dedans, ils avaient des bons d'essence. On a piqué un truc de bon d'essence, et on a pris la route, on s'est cassé, sauf que vite fait, on a été signalé. Bon, je ne vais pas me vanter, mais je suis un bon pilote, ça marche très bien en bagnole avec moi, donc on a semé tout le monde, on a réussi à se casser, sauf que à la frontière, qui était, je me rappelle plus, on allait sur Gaz, en vérité, Gaz, G-A-Z, on remontait par l'Autriche, par là, les douaniers étaient là, les douaniers yougoslaves, et ils ont arrosé. Et donc, on n'a pas été touché physiquement. En revanche, la voiture, qui valait très cher à l'époque, a eu 6 impacts, dont une qui est passée par la lunette arrière dans l'autoradio.
Et là, c'était problème. En revanche, l'Autriche nous a laissé passer. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ne pouvait pas forcer les deux barrages, le barrage yougoslave via l'Autriche et l'Autriche. Et l'Autriche, voilà, les mecs, ils ont dû comprendre qu'il y avait un truc. Enfin bon, bref, toujours est-il, et c'est vrai, ils nous ont laissé passer. Et donc, je me suis retrouvé avec 6 trous dans la voiture. Donc voilà cette anecdote où vous partez pour gagner de l'argent dans votre métier et où vous en perdez beaucoup à la finale. Mais ça relate la vie du catch qui était à l'époque. J'ai des camarades aussi qui sont partis à Beyrouth faire des combats. Moi, j'y ai pas été, ça m'intéressait pas Beyrouth, mais il y avait quand même les mecs, ils entendaient les balles siffler à côté d'eux, tomber les bombes à côté de l'hôtel. Enfin, c'était voilà, ça relate la vie du catch de l'époque des années 70-80 où il y avait des moments très heureux, extraordinaires, et puis où il y avait des moments quand même, il faut le reconnaître, quelque peu tendus. Voilà. Donc, je vous ai raconté mon anecdote de vieux con, évidemment, sous la gouverne de monsieur Tristan Archer. Merci Tristan, c'est gentil. C'est gentil. Là, on va en entendre parler du truc. Bon, alors moi, en réalité, j'ai envie de changer la règle uniquement pour moi, hein, pas pour les autres, puisqu'il faudrait nominer d'autres catcheurs pour qu'ils racontent leurs anecdotes. Et moi, je trouve que les vieilles anecdotes sont bien meilleures, mais les vieux, ils sont tous morts ou alors ils sont tous gâteux. Donc, bon, ça va être compliqué. Alors voilà ce que je vous propose. J'ai remarqué, alors vous connaissez tous un peu mon caractère, les gens qui travaillent pour moi aussi. Il m'arrive parfois de me mettre en colère dans des galas parce que on travaille toujours dans l'urgence, et puis c'est peut-être aussi le rôle du patron de se mettre en colère tout en gardant une certaine distance, en restant correct avec ses catcheurs. Mais il m'arrive souvent de gueuler, voilà, c'est comme ça, c'est dans mon ADN. Et j'ai remarqué, parfois en rentrant comme ça, inopinément, dans des backstage vestiaires, ou dans ma propre salle de catch, que les catcheurs m'imitaient et qu'ils le faisaient très bien. Et en vérité, je me reconnais dans leurs imitations, ça me fait rire, j'ai un peu honte, parce qu'évidemment, j'ai le reflet de moi-même, et c'est un petit peu désagréable quand même de savoir qu'on est comme ça, parce qu'on ne s'entend pas parler, évidemment. Et donc, si vous préférez, moi ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire de les entendre m'imiter avec la claque sur le ventre et tout le truc. Enfin bon, voilà. Alors, s'il y a parmi vous qui me regardaient, qui me connaissaient bien, alors des anciens catcheurs à moi, hein, ça peut être des mecs qui sont partis de chez moi, même qui m'aiment pas, ou d'autres qui m'aiment bien, qui sont encore chez moi et tout ça, eh ben écoutez, amusez-vous, caricaturez-moi, vous serez pas les premiers, imitez-moi, il n'y a aucun souci, ça risque d'être drôle, voilà, et donc je remercie une fois de plus notre ami le champion Tristan Archer, je t'en réserve une, toi, tu vas voir, voilà, bon, je vous fais la bise à tout le monde, à tous, voilà, bon confinement, je sais qu'il y en a qui sont plus malheureux que moi dans leur confinement, j'en suis désolé, et j'espère que ça va vite se terminer, que ce virus va disparaître et qu'il n'y a pas trop de monde touché dans notre secteur. Voilà, je vous embrasse tous, au revoir, bonne journée.